France Maghreb 2. Programme pour ce grand forum et en ce lundi 16 septembre à la une. Considérez-vous que la Tunisie est aujourd'hui une démocratie en permettant à un candidat en prison préventive mais pas condamné de se présenter aux élections présidentielles? On en parle avec Nassim Lachlache, avec Mounia Feyachi et Enver Dos Santos avec vous aussi au 01 40 33 9000. On va faire connaissance avec ces deux personnalités arrivées en tête de cette élection présidentielle anticipée qui avait lieu hier. Le sujet de la semaine, viol dans le couple, le viol conjugal, c'est-à-dire le viol exercé par le ou la partenaire intime, est une réalité trop souvent méconnue. Or, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, il touche une femme sur 4 qui ignore parfois sa situation. Différents invités tout au long de cette semaine. Pour illustrer ce sujet, on en reparlera avec vous tout à l'heure. Vos témoignages vous intéressent au 01 40 33 9000. Vous avez certainement regardé, parce que vous êtes fan, The Voice Kids, c'est l'émission sur TF1 le vendredi soir. Et France Maghreb 2 qui fait partie du groupement des Indés Radio. Les Indés Radio est partenaire de cet événement. Nous ferons connaissance tout à l'heure avec Khali qui a interprété sa chanson devant les coachs. Vendredi soir, ils se sont tous retournés. Khali, il est marocain, il a 13 ans. On l'a contacté depuis le Maroc. Vous l'écouterez dans cette émission à 17h30. Sans oublier les infos zappées, le zapping et le quiz en fin d'émission. C'est donc parti pour votre rendez-vous, le Grand Forum. L'info autrement sur France Maghreb 2, 16h, 18h. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 16 septembre et autour de cette table avec nous pour débattre aujourd'hui, Mounia Feyachi. Bonjour Mounia. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2, c'est ta première aujourd'hui. Ouais. Sur France Maghreb 2, je suis ravi de t'accueillir. Tu es blogueuse, mais pas seulement. Tu as plusieurs casquettes, on va dire que tu es une femme multitâche, comme on les aime, quoi. Présente-toi un petit peu aux auditrices, aux auditeurs, comme à chaque fois. Moi je suis blogueuse et je suis surtout engagée sur les questions de genre et de race, donc voilà. D'accord. Mounia, je vois que tu connaissais Nassim Lachlache, comme quoi le monde est petit. Bon. Nassim Lachlache qui fait aussi sa rentrée. Salut mon Nassim. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va, écoute, c'est vrai, on a mis un peu de temps avant de venir, mais l'important c'est qu'on soit là. Exactement, l'important c'est qu'on soit là. Nassim Lachlache toujours du côté de Fontenay-sous-Bois. toujours élu, toujours jusque mars 2020. C'est vrai que ça approche. De me demander à chaque fois. Non, je plaisante, mais jusqu'en mars 2020 et après adviendra que pourra. Adjoint au maire donc de la ville de Fontenay-sous-Bois, spécialiste en communication, Enver Dos Santos. Salut Enver. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Alors au programme dans cette émission tout à l'heure, on va ouvrir un sujet qui va nous occuper tout au long de la semaine avec des invités. Pas aujourd'hui mais les autres jours, autour du viol dans le couple. Ah oui, est-ce que ça existe, le viol dans le couple? Ah oui. Et d'ailleurs il y a un rapport de l'OMS qui est sorti qui concernerait une femme sur 4 quand même, Donc on va s'en intéresser. Vos témoignages évidemment 01 40 33 9000. C'est quoi le viol dans le couple? C'est tout simplement lorsque l'homme ou la femme refuse une relation sexuelle. Et beaucoup pensent que à partir du moment où on est marié, que soit l'homme ou soit la femme nous appartient et que on peut assouvir nos besoins sexuels quand on veut, où on veut, dès lors qu'on est marié, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est pas franchement comme ça que ça se passe. Et à partir du moment où un homme ou une femme dit non, eh bien ça s'appelle un viol. Et donc pour l'occurrence c'est pour ça que le viol dans le couple, on s'y intéressera avec plusieurs invités tout au long de la semaine. Mais pour l'heure on va aller en Tunisie parce que hier il y a eu des élections en Tunisie. C'était le premier tour d'une élection anticipée qui donc nous a bien occupé pour la campagne très agitée avec des débats à la télévision. C'était une première d'ailleurs en Tunisie, 26 candidats et une énorme surprise en tête donc de cette élection. C'est terminé hier, on le rappelle. Énorme surprise parce que ce sont deux parfaits personnalités qui sont arrivées, qui ne font pas partie d'un parti. Selon les premiers résultats officiels de cette élection, donc en Tunisie, portant sur 27% des votes, Kais Saïed est donc en tête avec 19% des voix. Des résultats bien sûr encore très partiels, rappelons-le. Cet universitaire sans parti est un autre outsider anti-système, l'homme d'affaires
En prison, Nabil Karoui, pour blanchiment d'argent, qui pourrait être lui aussi donc au deuxième tour. Ce qui se dégage en tout cas de ces premiers résultats, toujours très partiels, c'est le rejet des candidatures issues des partis traditionnels et du système de manière générale. Le Premier ministre Youssef Chahed, qui s'annonce comme l'un des grands perdants de ce scrutin, lui aussi donc va donc être victime de ce vote sanction, un vote sanction très clair qui s'est traduit aussi dans le choix des électeurs, mais aussi par l'abstention qui atteint 45% quand même. Kamel Djendoubi, qui est ancien président de l'instance électorale et militant des droits de l'homme, donne et livre son analyse. C'est à la fois un vote sanction et un vote rejet en réalité. Sanction parce que le bilan qu'une partie des Tunisiens fait de ces dernières années est un bilan, pour l'essentiel, un bilan très négatif. Et rejet parce que le jeu politique tel qu'il s'est développé depuis la Révolution a donné lieu à un spectacle, ou à des spectacles totalement dégradants pour l'image des politiques et des partis et d'une manière générale de l'élite. Ceci étant dit, il y a une participation moindre que 2014. 45%, en effet, c'est 20% de moins qu'en 2014 pour le premier tour de la présidentielle. Hein. Cela veut dire qu'il y a un tiers des Tunisiens qui ont pris part au vote. Cela veut dire aussi que 2 tiers ne se reconnaissent pas dans ce vote. Alors donc la sanction et le rejet ne se fait pas simplement en votant, mais aussi en n'allant pas voter. Voilà pour ce qui est donc de ce militant de droits de l'homme, Kamel Djendoubi, qui était l'invité de RFI. Enver, première réaction au vu de ce casting proposé pour le second tour de cette élection, dont on ne connaît encore pas la date donc de ce second tour en Tunisie. Quoi qu'il en soit, c'est 2 personnalités, dont une personne qui est en prison, rappelons-le, en détention, en préventive, et qui a quand même eu le droit de se présenter à cette élection et qui est arrivé au second tour. Est-ce réellement une surprise, je dirais? Est-ce réellement une surprise? Parce que, effectivement, il y a eu ce que tout le monde a eu l'habitude d'appeler le printemps arabe. Le printemps arabe a remis, ou plutôt a rebattu les cartes du jeu politique, mais également du jeu sociétal. Et si tu regardes bien, Christophe, et si vous regardez bien, à partir du moment où tu as ce printemps arabe et que justement les cartes sont rebattues et qu'on redevient dans une espèce de normalité où les gens peuvent s'exprimer et donner leur avis sur ce qui se passe dans leur pays. Ce qui se passe en Tunisie actuellement, c'est un peu ce qui se passe dans la plupart des pays. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu as eu Donald Trump, au Brésil, tu as eu Bolsonaro, en France, tu as eu Macron, et il semblerait que tu aies une tendance à aller vers l'extrême Rassemblement National, etc., Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, etc. Et en Tunisie, tu as Kaïs Saïd, et tu as Nabil Karoui. Ouais. Donc, c'est une tendance qui n'est pas une surprise. Les gens sont déçus de la politique, pas nationale, mais mondiale, parce que la situation de la Tunisie, où malheureusement il y a un taux de pauvreté, un taux de chômage très important, c'est une situation mondiale où les plus pauvres sont de plus en plus pauvres et les plus riches sont de plus en plus riches, et ils sont un nombre vraiment très 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 infime. Donc, Monsieur Lachelach, tu partages cet avis, cette analyse faite par Enver? Excusez-moi. Oui, donc. Je dois avouer que non, sur les élections tunisiennes, on peut quand même considérer une chose, c'est que la Tunisie quelque part réussit sa transition démocratique. Puisque il y avait de nombreuses personnes qui critiquaient, puisque c'était comme, en tout cas on dit que traditionnellement c'était le premier pays, comme l'a dit Enver, en 2011 justement à ouvrir la voie de ce qu'on appelle les printemps arabes, etc. On a vu ce que c'était devenu par endroits. En tout cas sur le cas de la Tunisie, qu'on soit d'accord ou non avec les choix qui ont été faits, loin de moi l'idée d'avoir un avis, enfin j'ai un avis sur la question, mais en tout cas ça ne me concerne pas directement, je suis pas ni tunisien ni votant, mais ils vont aux urnes, ils votent, avec un taux de participation quand même qui est assez faible, puisque quand on compare à ce qui se passe en France, où pour la quasi-totalité des élections on a effectivement des taux de participation très faibles, mais les présidentielles et les municipales, on a un électorat français qui se mobilise par contre fortement, parce qu'ils considèrent que c'est peut-être les postes les plus importants, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Par exemple les européennes, quand on voit aujourd'hui ô combien ça a un impact dans notre quotidien, il faudrait peut-être s'y intéresser un petit peu plus. Donc là, ce qui est assez drôle, c'est quand même ubuesque, ça peut arriver qu'en Afrique, ça, un candidat en prison. Oui, mais c'est vrai que c'est incroyable. Des choses comme ça. Alors là, encore une fois, donc cette personne est soupçonnée de fraude, etc., etc. Pour l'instant, elle n'est pas condamnée. C'est la question du jour d'ailleurs du LGF, de savoir si
si la Tunisie est un pays démocratique. En permettant justement à un candidat qui est en prison de pouvoir se présenter à cette élection. Il était déjà candidat avant d'être en prison, et je pense qu'on s'accorde sur le fait que le timing de l'emprisonnement, il est parfait. Il est parfait avec l'élection. Après, le personnage en lui-même, je ne connaissais pas, je connais pas plus que ça. Il était surnommé et appelé le Berlusconi tunisien. Bon bah ça me dirait de l'ancienne TV, TV. C'est le Berlusconi tunisien. Mais voilà, les Tunisiens font leur choix. Visiblement, ce qu'on peut voir, c'est que Nahda qui avait cartonné, qui avait cartonné aujourd'hui, donc en 2011, qui avait cartonné, qui ont eu leur chance, qui a eu sa chance, et aujourd'hui on voit que les Tunisiens visiblement en reviennent. Il y a un taux d'insécurité qui est aussi grandissant en Tunisie. On n'en parle pas souvent parce qu'on veut permettre quand même le retour des touristes, etc., le développement. Mais il y a une réalité. En tout cas, les Tunisiens ou ceux qui ont de la famille tunisienne, on connaît tous les Tunisiens, peuvent nous faire des retours sur cette question. C'est vrai on se plaint beaucoup de l'insécurité, et certains arrivent même à se dire purée, Ben Ali c'était pas si mal peut-être. Oui, c'est vrai, ça peut être choquant, c'est vrai que ça peut être choquant, mais après on vit pas la réalité. Je veux dire, qui n'a pas dit Chirac c'était peut-être bien finalement, alors que ça reste tu vois ce que je veux dire, quand t'as eu Sarko, t'as eu Hollande, tu te dis Chirac en fait c'était pas mal. Alors qu'en fait le bonhomme il a alors c'est intéressant Nassim, parce que ce que tu dis là justement, il y avait une candidate qui se revendiquait elle comme étant une benaliste, bourguibiste et compagnie, s'appelle Abir Moussi, elle a fait 5,1%. Machallah. Voilà. Non mais ça veut dire que c'est assez paradoxal. Franchement c'est hyper difficile à analyser, je veux dire, sans faire comme les chaînes de grande écoute, à dire ce qu'on a envie de dire parce qu'il faut dire quelque chose. C'est hyper compliqué à analyser parce que d'un côté ils ont remis au pouvoir quand même quelqu'un qui était bourguibiste, favorable à Ben Ali, etc. Et aujourd'hui aux nouvelles élections on va sur encore autre chose. Peut-être qu'ils considèrent que donc il y en a quand même un qui est sans étiquette à noter puisque c'est quand même en vogue. Alors j'ai pas une connaissance très affûtée de la situation. Le truc qui arrive en tête. Kayes. Voilà, lui il n'a pas de parti politique. C'est un peu style un Macron, genre qui arrive jeune. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Enfin il est jeune. On va essayer de faire connaissance avec lui parce que j'ai fait quelques recherches. Il a des positions assez tranchées. On va le voir. Mais moi, ce qui m'intéresse, Mounia aussi, de savoir, c'est que il va y avoir des législatives au mois de novembre, et que ces deux personnes qui sont arrivées qualifiées pour le second tour de cette élection, n'ont pas, étant donné qu'ils n'ont pas de parti, ou en tout cas pour quasiment rien, ils vont pas avoir, si vous voulez, de réserve. Donc on va se retrouver avec un pays ingouvernable. On va se retrouver de toute façon et de facto par une cohabitation. Ça va être ingérable cette situation. Après, enfin voilà, moi pareil, je suis pas tunisienne et je suis pas votante non plus, donc je suis pas forcément concernant. Voilà. Ouais, voilà, moi aussi je suis algérienne. Pays voisin. Mais vous, voilà, vous allez voter au mois de décembre, vous attendez votre tour. Le 12. Bon, après moi de toute façon la question du vote, ceux qui me connaissent savent que c'est pas mon truc non plus. Après faut quand même prendre en considération que la Tunisie, ça fait pas si longtemps que c'est une démocratie représentative entre guillemets. Donc c'est parce qu'ils sont restés quand même très longtemps sous Ben Ali. Oui. Sous Ben Ali, il y a eu, c'était une dictature, mais il y a des personnes qui ont eu leurs intérêts protégés. Donc c'est un peu normal que moi aussi je suis déjà allée en Tunisie juste après justement juste après la chute de Ben Ali, et j'ai entendu le discours c'était mieux sous Ben Ali, et ça m'a pas tant choqué que ça en fait, parce que enfin je sais aussi que même avant que Bouteflika démissionne, il y a des gens qui avaient intérêt à ce que Bouteflika reste au pouvoir. Donc il y a toujours en fait c'est toujours une question de rapport de pouvoir et d'intérêt, et là en fait c'est une démocratie représentative. Donc après le fait qu'il y ait des candidats sans étiquette, c'est pas du tout enfin moi je trouve que c'est pas du tout une mauvaise chose, mais ça reste une démocratie représentative qui est toute jeune, donc c'est normal qu'il y ait des instabilités de ce genre. Ça fait partie du jeu pour toi. Voilà. Ouais. Oui, pour moi je suis pas plus choqué que ça. En tout cas, vous nous appelez en 01 40 33 9000, mais quand même, on s'y attendait un petit peu. C'est vrai que, en tout cas, Nabil Karoui se retrouve au second tour. En tout cas, il était donné dans tous les sondages gagnants depuis longtemps. Et le mec, il est en prison. Il a pas fait campagne, évidemment. Il était en prison. Et il arrive quand même deuxième
donc à se qualifier au second tour. C'est quand même franchement un gros pari réussi pour le coup pour Nabil Karoui, ancien patron de médias. Il était patron de Nesma TV. Il a travaillé pas mal dans l'humanitaire aussi, au travers des ONG. Il a fait beaucoup de choses dans les villages tunisiens. Oui, absolument. Moi, on m'a remonté justement qu'il a fait beaucoup de dons avec son argent personnel justement sur différents villages qui étaient appauvris. Donc c'est un peu justement ce qu'il lui reprochait. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que comme s'il avait acheté les voix indirectement. Voilà, c'est un petit peu comme Dassault qui distribue aussi à Corbeil, quelques billets. Et s'il l'avait pas fait, qu'aurions-nous dit? Le gars est riche. Oui, juste là c'est pour aussi éclairer les personnes qui nous écoutent et pour avoir une certaine objectivité sur la chose. Il a fait un certain nombre de choses. Nous on aimerait bien que nos politiques ils en fassent autant, qu'ils se bougent un peu les fesses et qu'ils aillent sur le terrain aussi, je pense, en France. Balkany l'a fait. Oui, pour autant s'il le faisait, on serait les premiers à dire mais peut-être que tu vois. Voilà. On a Lotfi qui est avec nous, il nous appelle du 91. Bonjour Lotfi. Bonjour Lotfi. Oui, bonjour. Alors Lotfi, quelle est votre analyse? Bonjour à tous vos invités. Donc je vous appelle, je suis tunisien tout d'abord. Ouais, Aïchek. Merci. Je vous appelle en fait concernant l'événement en Tunisie hier. Donc, allô? On vous écoute, Lotfi, allez-y, on vous écoute, nous livrer votre analyse sur ce résultat de ce premier tour de cette élection anticipée d'hier. C'est pas forcément une analyse, mais c'est un petit coup de cœur que je voudrais passer à tous nos Tunisiens à l'étranger. Donc je tiens à les féliciter tout d'abord pour cet événement quelque part si attendu. Et je leur dis d'aller voter massivement, ne faites pas comme hier, donc de se déplacer et de faire le nécessaire car notre pays a besoin de nous et de se déplacer massivement et tout court. Mais ce résultat, Lotfi, qu'est-ce qui vous inspire justement vous? Comment vous l'analysez ce résultat d'hier? Quelque part c'est attendu, comme disait votre invité, je ne saurais pas le nommer, c'est attendu dans le sens où le peuple tunisien avait un peu assez ou avait un peu ras-le-bol de l'élite tunisienne actuelle ou des politiques tunisiens actuellement. Ils cherchent un petit peu une alternative. Certes, l'alternative, elle est pas toujours claire, mais ils essayent de trouver une alternative ou de voir autre chose. Donc, à mon avis, pour moi, c'est un vote de refuge, quelque part, et de chercher peut-être comme disait l'autre, la perle rare. Ouais. Donc, mais avouez Lotfi quand même que ça va être très compliqué pour ce personnage, quel qu'il soit, que ce soit Karoui ou Sayeb, d'être élu à la présidence, parce qu'il y a les législatives derrière. Et là, alors là, ça va être vraiment très très compliqué parce que ces deux personnages n'ont pas de réserve, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'assises, ils n'ont pas de parti, donc ils ne peuvent pas faire quelque chose de bien flagrant pour les législatives. Donc ça, on se dirige quand même vers un pays qui va devenir ingouvernable, quoi, avec une cohabitation et tout ce que ça implique derrière. Exactement, Christophe. Je partage votre avis. Étant donné ces deux personnages-là n'ont pas de machine ou n'ont pas de parti politique derrière eux, ils auront du mal à gouverner dans le sens où le Parlement va être un peu plus mosaïque qu'il est aujourd'hui. Donc ça va être un petit peu difficile à gouverner. Espérons que les fois prochaines sera peut-être mieux. Très bien, merci Lotfi en tout cas de nous avoir appelé, de nous avoir livré votre analyse au lendemain de cette élection. Merci beaucoup Lotfi. De rien, je remercie beaucoup et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. 01 40 33 9000, le peuple a la parole dans cette émission, vous le savez. Le grand forum sur France Maghreb 2, l'info autrement tous les jours 16h 18h. Alors, j'ai voulu regarder un petit peu qui était ce monsieur Kais Sayeb, en espérant bien le prononcer. Si c'est pas le cas, qu'on m'en excuse. Alors, j'ai retrouvé un entretien qu'il avait accordé dans un journal en juin 2019. Il se déclare favorable à la peine de mort. Il déclare par ailleurs que l'homosexualité, ou plutôt son expression publique, est encouragée par des partis étrangers et qu'il les finance.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il ajoute que certaines maisons étaient louées par des partis étrangers. Les homosexuels ont existé à travers l'histoire, mais certains veulent répandre l'homosexualité. Voilà, donc un monsieur quand même qui a des positions très très tranchées sur des sujets quand même hyper sensibles. Sayeb, en tout cas, c'est ce qui s'en dégage donc de ce qu'on peut voir de ce monsieur Enver. Eh bien, par rapport à ce que justement son positionnement, effectivement, c'est des avis très très tranchés et des positions particulières. Mais sous quel regard et sous quel angle? Sous notre angle à nous d'Européens, ou sous l'angle même justement des Tunisiens et de la population tunisienne? Parce que c'est peut-être ce qu'une partie de la population tunisienne pense, vu qu'ils ont voté massivement pour lui au premier tour. Donc nous, de notre regard à nous occidental, est-ce que justement on est à même de juger? Parce que moi je pourrais dire effectivement voilà, non, c'est une dinguerie, le gars il est homophobe ou je sais pas quoi, etc. Mais ouais. Mon angle n'est pas forcément celui des Tunisiens. Tiens, alors Nassim par exemple, j'ai vu aussi que pour cette présidentielle 2019, il s'est prononcé il prône un mandat révocable pour les élus locaux. Entre autres, voilà, parmi ce qu'il propose. Révocable en cas de quoi? Voilà, c'est pas plus précisé. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Non, juste sur le personnage, sur la question initiale que tu posais à Enver, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même à mi-chemin justement entre ce qui a pu être voté par les Tunisiens. Donc on parlait d'Ennahda tout à l'heure, avec des positions assez tranchées sur des sujets conservatrices, etc., etc. Et l'image, donc en fait le cocon, l'enveloppe en elle-même, ça donne l'image d'une personne. Tout à l'heure je disais jeune, c'était moins pour son âge que pour sa nouveauté politique, et sans étiquette, etc. 58, le packaging il est beau, mais après à l'intérieur voilà. Donc vraiment j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu schizophrène dans l'électorat tunisien, et que du coup ils sont un peu tiraillés entre guillemets vraiment deux extrêmes, je dis vraiment entre guillemets, Nida Tounis d'un côté et Nahda de l'autre, et qu'ils essaient de trouver un mélange des deux avec quand même ce qu'ils considèrent comme une moralité sociétale, et de l'autre côté quand même des avancées économiques, voilà. Alors, la vraie question c'est de savoir est-ce que les deux sont compatibles ou non. Faudrait peut-être creuser le sujet et se dire est-ce que c'est possible de développer le tourisme comme ça à foison, et dans le même temps se dire ah mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Je sais pas, je pose la question. Autre renseignement aussi, Nassim, Mounia et Enver, amis auditrices auditeurs, c'est que le Premier ministre en place, Youssef Chahed, s'est pris lui une belle claque, 7% pour cette élection quand même. Ahmed qui nous appelle de Paris. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour Christophe. Tout d'abord Christophe, je voulais juste souligner ça. Moi j'ai regardé hier sur YouTube l'intervention de Tariq Ramadan, qui a absolument rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, et j'ai pu enfin mettre un visage sur cette voie. Et voilà, donc voilà, c'est très agréable. Ça va, pas trop déçu Ahmed, pas trop déçu, ça va? Ouais, non, mais j'imaginais pas Christophe comme ça, mais voilà, très très bien. Et puis c'est monsieur Zebina aussi, je crois, c'est bien ça le nom. Non, Abina, Abina, pardon. Idem aussi, je l'avais toujours que entendu à la radio, puis pareil aussi, je trouve que c'est un monsieur aussi très très intéressant, tout autant que vous d'ailleurs. Il est plus vieux que moi, je précise. Ouais, mais moi aussi j'ai déjà un certain âge. Juste pour revenir, moi il y a quelque chose qui m'interpelle complètement. Là moi je me présente, je m'appelle Ahmed, je suis de Paris, je suis algérien. Rendez-vous pour nous le 12 décembre prochain. Oui. Mais pour revenir à l'élection tunisienne, moi il y a quelque chose qui m'interpelle. Parle bien en face de ton téléphone, Ahmed, s'il te plaît, pour que nous ne perde aucun. Alors, oui, parle bien en face, oui. Oui. Non, ce que je disais, ce qui m'étonne le plus, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est comment on peut avoir une personne en prison. Alors, je ne sais pas ce qu'a fait cette personne, ce qu'elle n'a pas fait, mais comment on peut avoir une personne en prison qui se présente à des élections présidentielles. Et moi, ça m'interpelle complètement. J'ai jamais vu ça dans aucune autre démocratie au monde. Faut qu'on recherche ça. Est-ce que ça existait déjà dans le monde? Ça, je sais pas. J'ai pas vérifié. Je sais pas. Et puis moi, franchement, ça m'interpelle complètement. On a connu un grand prisonnier très très célèbre. Attendez, Ahmed. Non, oui. Ahmed, quand il s'est présenté, quand il s'est déclaré candidat, il était pas en prison, hein. D'accord. Alors voilà, vous m'apportez cette information. Ah oui, non, il a été mis en détention justement après qu'il ait déposé sa candidature. D'accord. Alors là, vous m'éclaircissez un petit peu mieux, donc voilà. Mais voilà, interloqué, moi, voilà, c'était surtout ça. Et puis voilà, je voulais faire cette petite intervention, puis un petit peu ce coucou à vous tous. Hein. En tout cas, très très bonne équipe.
merci à vous, puis continuez comme ça, j'en suis merci Ahmed, merci mon gars, j'espère que je t'ai pas trop déçu. C'est vrai que des fois une voix c'est peut-être mieux que le physique derrière, mais bon ça va. Non, ça va. Je vais aller plus loin que ça. Ça a même bonifié votre c'est gentil. Ça a même bonifié votre voix. C'est gentil, merci beaucoup. Waouh. Merci beaucoup. Salut Ahmed. Tariq, très rapidement avant la pause. Salut Tariq, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Tariq, vous nous appelez d'où Tariq? De la région parisienne. Alors très vite votre analyse sur ce premier tour de cette élection hier. Non, je voulais juste intervenir pour deux choses. C'est que le Kais Saïd, le premier qui est passé en tête de liste, là, le premier, là il est proche de Nada, il sera porté par Nada, parce qu'il a les mêmes idées que Nada, c'est l'homme de Nada en cachette en fait. Ah d'accord. Ouais. Et je voulais dire quelque chose que le premier ministre là, comment s'appelle, Youssef Chahed, ouais. Ouais, il s'est fait piéger par Nada. Elle l'a poussé pour mettre Nabil Karoui en prison. C'était pour se débarrasser des deux, de Nabil Karoui et de Youssef Chahed. Il s'est fait piéger, il l'a mis en prison, il a payé cash. Ouais. Bon, merci Tariq en tout cas pour votre analyse. On ne manquera pas évidemment d'y revenir. Vos avis nous intéressent et vous êtes 47% à penser que ce pays est une démocratie en permettant justement à un candidat en prison de pouvoir se présenter à une élection présidentielle. 0 pour voter Facebook, France Maghreb 2, Twitter, le grand forum FM2 et nous appeler donc au 01 40 33 9000. Laisse le temps peut-être de reprendre un ou deux appels et on passera évidemment tout à fait à la suite au zapping, les infos zappées avec des petites infos sympas aussi à vous donner. Merci d'être avec nous. Nassim Lachlash, Mounia Feyachi et Enver de Santos. Faut que ça rentre, excuse-moi, faut que je m'habitue, Mounia, sois la bienvenue. En même temps, il faut qu'on te baptise un petit peu, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, l'info autrement tous les jours 16h-18h sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui pour nous accompagner Mounia Feyachi qui est blogueuse, Enver de Santos, spécialiste en communication, Nassim Lachlash, adjoint au maire de la ville de Fontenay-sous-Bois, élu donc jusqu'en 2020 au moins, mars 2020, on verra par la suite. Évidemment, 01 40 33 9000, on est en plein décortiquage de cette élection tunisienne, le premier tour de cette élection anticipée qui avait lieu hier et dont le résultat est assez surprenant, mettant en tête Kais Sayeb, donc on a tenté avec qui on a tenté de faire connaissance. Il n'a pas de parti, ce monsieur, donc pas de réserve, pas d'assises. Pour les législatives, ça va être très compliqué. Monsieur Nabil Karoui, ancien patron de Nesma TV, qui lui est actuellement en détention, est en prison. Il a pas pu faire campagne. Il a quand même accédé au second tour, arrivant en deuxième position avec près de 15%, sachant que les résultats sont encore pas définitifs, non pas annoncés définitivement par l'ISI. Ils seront annoncés visiblement demain, nous dit-on. Quoi qu'il en soit, ces deux personnages se retrouvent au second tour de cette élection. Je crois que Mounia, tu voulais rajouter quelque chose avant la pub. Vis-à-vis des accusations d'homophobie sur le candidat. Alors peut-être qu'il est homophobe, peut-être qu'il est pas. C'est pas la question. Mais quand il explique qu'il y a des partis étrangers, des partis qui viennent, des partis occidentaux qui viennent, faire la promotion. Pas forcément faire la promotion, mais qui viennent instrumentaliser les combats des personnes LGBT au Maghreb, et que c'est souvent instrumentalisé de manière raciste. Ça, malheureusement, ça existe. Donc on peut pas dire qu'il est complètement tort sur ça. Après, s'il fait ça pour des raisons homophobes, c'est pas forcément une bonne chose non plus, mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'il est homophobe que ce qu'il dit est forcément faux sur cette question-là. À Perrassure, en tout cas, on va évidemment, comme ils se retrouvent au second tour, ils vont s'affronter ces deux hommes, donc ça va être projet contre projet. On ne connaît encore pas l'heure de la date plutôt du deuxième tour de cette élection, sachant qu'on connaît d'ores et déjà qu'il y aura des législatives, et là ça va être très important, ce qui va vraiment dessiner le paysage politique de la Tunisie, législative. Oui, justement, c'est exactement sur ça que je voulais réagir. Je comprends pas pourquoi tu dis qu'il n'y aura pas de réserve. À différence de ces partis qui se sont présentés, que ce soit Nida, que ce soit Narda, que ce soit d'autres partis, ils ont des réserves, c'est-à-dire qu'ils ont un parti, il y a des gens, il y a des personnes dans les gouvernorats, etc. Et là, vous avez ce casting, ces messieurs n'ont pas d'assises derrière. On a le meilleur exemple en France. Oui, en 2016, En Marche est créé. En 2017, il rafle la mise totale. Présidentielle, suivie dans la foulée à peu près comme les Tunisiens, c'est à peu près les mêmes tempos. Toi, tu penses qu'on se dirige vers ça, c'est-à-dire que lui, moi je pense que les Tunisiens, oui, je pense qu'ils vont donner une majorité. Je pense qu'ils vont donner. Enfin, en tout cas, ce serait. Ça défierait toute logique que les Tunisiens élisent un président et derrière ne lui donnent pas cette majorité. En plus, ils ont le même système
que la nous. France maintenant, c'est-à-dire que les législatives après les succèdent, alors que auparavant, pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'inverse, ou du moins en tout cas ça permettait de sanctionner, ce qui n'était pas plus mal, hein, on pourra en débattre un de ces quatre peut-être, mais de sanctionner une politique donnée, une politique présidentielle et gouvernementale, et pour changer la donne. Maintenant on peut plus le faire, maintenant on est coincé pour 6 ans, on élit un président, sa majorité, et puis on se la ferme pendant 6 ans, et chaque semaine on nous dit c'est la phase 2 du quinquennat, c'est la phase 2 du 5 ans d'ailleurs, pas 6 ans, excusez-moi, etc. Et la cohabitation, effectivement, il y avait aussi des difficultés, mais il y avait le contre-pouvoir, ça poussait aussi le parti en place à se surpasser, parce que sinon il savait qu'au législatif il allait être sanctionné, etc., etc. Moi pour le coup je suis assez confiant en fonction du choix que feront les Tunisiens pour que derrière ils aient une majorité. Voilà, mais après on sait jamais, en Afrique tout est possible. Et si vous permettez, ce que disait tout à l'heure l'auditeur, il disait que Kais Saied serait soutenu dans l'ombre par Enarda. Oui, enfin serait. Ouais, voilà. Alors, tiens, petite question, est-ce que vous savez quand a eu lieu la dernière cohabitation en France? Bah oui, c'était Chirac Jospin. 97 à 2002. Voilà, 97 à 2002. Avec Monji qui nous appelle de Marseille. Salut Monji. Salut Christophe. C'est quoi ce bazar derrière toi, Monji là? Alors, je voulais juste rappeler 2 petits points. C'est que, par exemple, Monsieur Karoui, c'est un fondateur de Megatounes, le parti de Gaïd Sebsi Lachmou. Voilà, il était dans le Sirail, c'était déjà dans l'état profond. Voilà, et je veux dire, il a toujours navigué dans les sphères du pouvoir en Tunisie. Il était patron d'une chaîne de télé, donc forcément il était un peu mouillé dans les sphères du pays, bien entendu, Manji. Oui, avec Ben Ali, dans l'état profond, avec Gaïd Sebsi, voilà, c'est pas péjoratif, c'est juste pour rappeler d'où il part. Lorsqu'on dit quelqu'un qui vient du Sirail, lorsqu'on dit Sarkozy, il a été il était, je veux dire, toujours dans les rouages du pouvoir, c'est pas une insulte non plus, c'est juste pour préciser, parce que j'ai senti un peu que lorsqu'on parle des positions conservatrices de l'autre candidat, je retiens un peu le nom. Voilà, c'est juste des positions qui correspondent peut-être à ce que pense le peuple tunisien. Parce qu'à un moment donné, il y en a qui s'est hasardé à le comparer à Berlusconi, pas Berlusconi, au président brésilien. Il a été même jusqu'à un petit peu vouloir le comparer à Marine Le Pen. Je ne vois pas pourquoi, mais bon. Et sachant qu'aujourd'hui il y a eu une passe d'armes assez intéressante entre l'ambassadeur français en Tunisie, l'ambassadeur de France en Tunisie, qui a dit que le monsieur il avait aucune connaissance des affaires étrangères et que son addiction serait préjudiciable pour les intérêts franco-tunisiennes. Mais pourquoi il dit ça, Manji? Pourquoi il dit ça? Parce que ce candidat n'est pas un candidat farouche à la France, hein. C'est plutôt un opposant à la France. C'est pour ça que cet ambassadeur de France dit ça, en fait. Suite, il a répondu, je finis quand même l'intervention, il a répondu qu'il n'avait pas à s'immiscer dans les affaires intérieures de la Tunisie, et ne devrait même pas sortir de Tunis, comme il le faisait tout le temps, l'ambassadeur de France, qu'il allait se balader dans toute la Tunisie, comme si c'était... que c'était en terrain conquis. Il a dit qu'il ne devait même pas sortir de Tunis tant qu'il n'a pas demandé l'autorisation au ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est une position qui vont l'agrandir. Il fera engranger autour de lui beaucoup de gens qui sont dans un processus de décolonisation totale de la Tunisie, comme de l'Algérie, comme de tous les pays où la France elle est encore assez influente et négativement. Voilà. Bon, merci Manji. Merci beaucoup. Du côté de Marseille, où il y a beaucoup de bruit derrière toi, il y a Kamel aussi qui est avec nous avant que nos chroniqueurs réagissent. Bonjour Kamel de Montreuil. Oui, bonjour Christophe, bonjour à toute l'équipe. Salut Kamel. Moi je fais juste une aparté par rapport à l'émission. Je vais pas entrer dans le vif de sujet parce qu'il y a plein de sujets dont je voudrais aborder et je pense que c'est pas le moment. Je ferai ça une prochaine fois. Je trouve que moi je suis un ancien auditeur bien avant Léon l'Africain. Je suis fidèle au LGF depuis très longtemps et je trouve que s'attarder sur un sujet ça perd en dynamisme et là j'attends avec impatience les infos assez. D'accord, mais je comprends pas bien la remarque là, Kamel.
Non, là, vous avez perdu trop de temps sur la Tunisie. On attend d'autres sujets, là, franchement. Bon, j'ai bien compris que ça t'intéressait pas, Kamel. Ok, tant pis, voilà. Kamel, tu veux qu'on parle de quoi, Kamel? Vas-y. Non, c'est tout. Je disais que ça perdait en dynamisme, s'attarder sur... voilà. On sait que ça restera un protectorat de la France. Ils ont beau faire passer l'islam au second plan et l'émancipation de la femme au premier plan, ça restera un protectorat de la France. Ils peuvent mettre n'importe qui comme président, voilà. Merci Kamel. Bon, au moins dans cette émission, les auditeurs peuvent s'exprimer librement. Exactement. Hein, c'est ça l'avantage. Merci Kamel. À bientôt. J'adore. Mounia, t'as vu qu'ici on s'exprime librement, toi. T'as eu à faire de la radio dans le passé, c'était pas comme ça quand même. C'est un peu différent. Ouais, complètement différent. Pardon. C'est pas le même format. Bon. En tout cas, quand même, force est de constater que cette élection, elle est intéressante à analyser. Parce que, on l'a vu dans plein de pays. C'est vrai que cette transformation politique, elle s'opère un petit peu partout dans le monde. Et la Tunisie n'échappe pas à la règle. Et puis pas forcément, c'est pas que des pays du Nord, hein, pas que des pays, c'est pas que Donald Trump, c'est pas que Bolsonaro. Il y a aussi, enfin même en Inde, il y a un tournant de nationaliste assez fort, quoi. C'est ça. Après, je pense que c'est une réalité politique. C'est pas ce que disait tout à l'heure Manji quand il prend comme une insulte de dire oui que j'ai comparé à Bolsonaro, Marine Le Pen ou autre. Mais la réalité du monde dans lequel on vit, c'est que tous ces personnes-là sont des hommes et des femmes politiques, ou plutôt sont des femmes et des hommes politiques qui à un moment donné ont un parcours, ont des idées qui aujourd'hui sont acceptées. Et d'une certaine manière, c'est la force de certains d'entre nous de faire barrage, mais ça n'est pas le cas pour l'instant, en tout cas en France. Donc aujourd'hui, ce sont des partis qui sont qui sont tout simplement normalisés. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas quel est exactement le positionnement de Kais Saied ou de Nabil Karoui, mais en tant que candidat qui ne fait pas partie... Contrairement à ce que j'ai dit une bêtise par rapport à Karoui, il a un parti qui s'appelle Cœur de Tunisie. Non, mais après, c'est son parti, c'est celui qui l'a créé, tu vois. C'est comme là, Mohamed Al-Tred qui va se présenter à Montpellier, a créé son parti. Il crée son mouvement, mais c'est des gens de la population, hommes d'affaires ou autres, qui à un moment donné sont pas dans le sérail dit politique habituel et qui vont suivre le peuple. Est-ce que c'est du populisme? Est-ce que c'est de l'Italie? Est-ce que c'est... Je sais pas, mais en tout cas, c'est en train de se passer partout dans le monde. Bon, il faut qu'on avance parce que sinon Kamel va partir. Hein. Faudrait pas qu'on le perde quand même, notre ami Kamel. On va accueillir Samir. De la victoire de Marseille. Oui, Samir. Non, c'est bon, ça va. Samir, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Samir, bienvenue. Bonjour Christophe. Moi je vous appelle, je vais vous dire, vous avez vu le silence des médias pendant que ça sort l'Algérie? Des silences des médias où? Pardon, j'ai pas entendu Samir. Moi je me dis des silences des médias européens, françaises là sur l'Algérie. C'est ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai qu'on change de sujet. Donc ce que tu reproches Samir, c'est que les médias français ne relaient pas l'actualité qui s'y prête en Algérie. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses et il y a quasiment rien dans les médias français, on est d'accord là-dessus hein? Ouais, avec leur soutien à ces généraux là, ces corrompus là. Dis donc. Vous êtes donné le mot ou quoi? C'est comment aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe Samir? Merci Samir, salut. 01 40 33 9000. Hein, bon, je vois que la discipline s'opère bien dans cette émission, c'est rassurant. Merci d'être avec nous en direct donc sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. On va en reparler évidemment, on attendra évidemment les résultats définitifs de cette élection, de ce premier tour de cette élection présidentielle en Tunisie qui s'est déroulée hier avec un taux de participation assez faible à 45%, qui est en baisse par rapport à 2014. À la différence près que 2014, il y a quand même 2,5 millions d'électeurs supplémentaires qu'en 2014. À vous de vous débrouiller. Je sais que Mounia est prof de maths, donc t'as envie de te casser la tête. Hein, 2 millions d'électeurs de plus en 2019, 45% de participation là en 2019, beaucoup moins qu'en 2014. Voilà. T'as compris la problématique ou pas? Ouais. D'accord. L'exercice est bien rompu, donc c'est clair. Voilà. Allez, on passe maintenant au zapping. Si vous le voulez bien sur France Maghreb 2, les infos zappées arrivent, les zappings pour l'instant. Marseille a gagné. Oui, mais ça on s'en fout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des maintenant, moi très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre étalon. Et je vous rappelle la question du jour, évidemment, à laquelle vous votez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, la
Tunisie est bel et bien une démocratie en permettant à un candidat en prison, en préventive, pas encore condamné, de se présenter à une élection présidentielle. Est-ce que vous considérez que c'est donc une preuve de la démocratie en Tunisie? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2. 47% à le penser pour l'instant. Sur Twitter, le grand forum FM2. Évidemment, vous continuez de nous appeler. Alors l'événement judiciaire de la fin de semaine dernière, c'est évidemment Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison et placé en détention. Et oui, retour en arrière sur des petites déclarations de Patrick Balkany. Pourquoi vous avez accepté l'interview? Parce que vous êtes blonde. Pour Patrick Balkany, c'est le jour d'après. Ce matin, ses avocats lui ont rendu visite. À leur sortie, aucun commentaire. Stop, on arrête le cirque et la meute, là, si vous le voulez bien. Le maire de Levallois a dormi ici, au premier étage de la prison de la Santé, dans un quartier bien spécifique, celui des personnes vulnérables. Je trouve parfaitement ridicule le fait de faire un sujet de 52 minutes sur ma pomme. Je ne sais pas qui a eu cette idée saugrenue, mais je trouve ça... Bon, enfin, si ça vous amuse, après tout, vous, c'est votre boulot. Patrick Balkany en prison au HEPS pour 4 ans. Qu'est-ce que ça vous évoque, monsieur Lach-Lach? En tout cas, on veut essayer de nous faire croire avec cet emprisonnement que la justice est la même pour tous. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Là, c'est un exemple, effectivement, de justice digne de ce nom, puisqu'on a une personne richissime qui a été condamné comme n'importe quel autre contribuable et n'importe quel autre citoyen ou habitant d'ailleurs, pas forcément citoyen de ce pays, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Nicolas Sarkozy est triste pour son ami d'enfance. Oui, voilà, mais j'allais en venir à Nicolas Sarkozy parce qu'on a lui qui est en quartier, alors on n'appelle plus ça VIP, on l'appelle comme on veut, en tout cas il n'est pas mélangé avec les autres détenus. On a Nicolas Sarkozy qui fait des gardes à vue à domicile. Je sais pas si vous vous souvenez, il rentre chez lui puis il revient demain matin. Enfin, voilà, c'est assez particulier, on voit qu'il y a quand même du 2 poids 2 mesures. En tout cas, sur cette affaire, voilà, il a été jugé coupable. Il va y avoir, il y a un référé qui est en cours, il va y avoir un appel, etc. Moi, je pense que c'est une bonne leçon pour toutes ces personnes qui se sentent au-dessus des lois, surtout que quand il a été appelé à la barre, alors entre eux, la tentative dite de suicide de Madame Balkany. Oui, elle va bien d'ailleurs. Elle va très bien. Oui, on la voit. Elle est mère maintenant. Oui, non, elle est pas mal. Alors justement, ça c'est très intéressant. Tu me donnes l'opportunité d'en parler, Christophe. J'ai entendu un conseiller municipal justement de Levallois interrogé sur une autre radio, et il disait, mais je cite, vraiment je cite, j'en rajoute pas. Il disait, donc le journaliste lui disait, donc à présent, Balkany du coup va démissionner, et puis complètement choqué, il dit pourquoi? Il dit Balkany est en prison. Bah oui, mais non, il reste maire de plein exercice, de plein droit, et sa femme est première adjointe au maire, et tout va tourner comme prévu. D'accord, donc en fait, voilà. on change pas, quoi. Par contre, ça me choque. Ça, il faudrait qu'on pose la question, dans quelle mesure un maire a été condamné. Alors effectivement, c'est pas directement lié, quoique, faudrait y regarder de plus près, moi je suis pas dans la procédure, mais c'est pas directement lié à son mandat, mais pour autant, aujourd'hui, il est incarcéré, c'est un délinquant. Et donc je pense que sa place n'est pas à la tête d'une mairie. Voilà, tout simplement. Patrick Balkany, Mounia, ça t'inspire quoi? Ouais, alors c'est une bonne chose, mais après faut pas non plus rester naïf sur le système carcéral tel qu'il est en France aujourd'hui, parce qu'il y a un 2 poids 2 mesures vis-à-vis des conditions de détention. Moi j'ai vu passer la cellule, j'ai vu des chambres du Crous qui étaient bien plus horribles que sa cellule. Donc il y a ça, et puis le fait qu'il y ait des manifestations de soutien vis-à-vis de Patrick Balkany, malgré le fait qu'il soit un délinquant, qu'il soit condamné, ça prouve qu'en France, il y a des personnes qui doivent montrer patte blanche et d'autres qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Il y aura toujours des personnes
pour les protéger, parce que enfin voilà, moi je parle, j'ai été professeur de mathématiques, pas forcément fonctionnaire, mais qu'on soit fonctionnaire ou non, faut savoir que nous on doit présenter des extraits de casier judiciaire vierge, hein, sinon on n'a pas le droit d'exercer. Ouais. Et c'est comme ça pour même pour travailler à la poste en tant que salarié, on est obligé de montrer patte blanche. Donc pour des petits postes comme ça, on est obligé de montrer patte blanche. Par contre, pour avoir des responsabilités aussi importantes, on peut faire ce qu'on veut, il y aura toujours des gens pour nous protéger. Donc c'est ça qu'il faut questionner, en plus du 2 poids 2 mesures du système carcéral en France. Enver, tu nous en parleras tout à l'heure, parce qu'on va en reparler dans Balkany dans ce zapping, puisqu'il a fait l'objet quand même d'une émission spéciale hier sur M6, hein, quand même. Mais pour l'heure, elle était l'invitée de Ruquier samedi soir dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. Ségolène Royal qui se pose en défenseuse de l'écologie, la reine de l'écologie, Madame Royal, s'il vous plaît. Au fond, c'est quoi la question de fond que pose très bien d'ailleurs Greta Thunberg? J'allais vous demander, vous auriez 16 ans, vous seriez Greta Thunberg aujourd'hui? Je la trouve formidable. Et je trouve scandaleux les attaques qui sont dirigées contre elle. Vous avez vu, même par certains intellectuels. En fait, ce que supporte pas un certain nombre d'adultes, c'est qu'elle soit d'abord très jeune, qu'elle sache parfaitement ce qu'elle dit, mais c'est extraordinaire de voir des jeunes s'engager au lieu d'être toute la journée sur leur portable, sur leurs Instagram, sur leurs trucs. Mais c'est extraordinaire de voir des jeunes passer du temps à se mobiliser pour l'avenir de la planète, c'est-à-dire pour leur avenir à eux, pour ceux de leurs enfants. Moi, je trouve que c'est un signe d'espoir formidable. La prestation de Madame Royal, franchement, je me suis dit, heureusement qu'elle n'est pas passée présidente. Hein. J'ai eu très peur, moi, en regardant cette interview de samedi, non? Je sais pas, vous l'avez vu ou pas? Non, pas moi, suite à ce passage, tout ce que je dirais, c'est que je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui, d'accord, mais t'as le droit, mais sur le fond, je veux dire, Madame Royal, d'abord pourquoi elle était là, à quel titre, je veux dire, qui elle est aujourd'hui. La question que je poserais, c'est surtout, est-ce que tu aurais eu la même réaction si ça avait été Nicolas Sarkozy qui avait parlé à la place de Ségolène Royal? Moi, c'est la question que je pose. Je suis pas en train de dire que je soutiens Ségolène Royal ou pas. C'est que à chaque fois que Ségolène Royal est passée dans une émission, et pas dans cette émission bien sûr, mais à chaque fois qu'elle est passée, la plupart des gens ont demandé la légitimité de son positionnement en tant que femme politique. Mais je m'excuse, personne, je dis bien personne, n'oserait dire la même chose si c'était un Jacques Chirac qui avait parlé, ou si c'était un Nicolas Sarkozy qui avait parlé, ou si c'était un homme politique de gros... Voilà. Non, mais sans aller sur ce terrain, c'est une pas réalité. Du tout. T'as cité des anciens présidents. Quoi. Ouais, exactement. Ouais, mais elle n'était pas présidente. Elle n'était pas présidente, mais elle s'est présentée comme elle, contre eux. Et elle a perdu. Et les Français ont tranché. Les Français ont tranché, mais les Français... Madame Voinet aussi, elle s'est présentée, je te rappelle. Arlette Laguier aussi, elle s'est présentée. Les Français, quand ils ont tranché, je m'excuse, ils ont tranché. Et je suis pas... Moi, je suis persisté-signe. Ils ont tranché justement à la faveur de mais quelle est sa légitimité politique en tant que femme. Ouais, moi je suis d'accord avec Enver parce que en fait Ségolène Royal, outre ses prises de position qui sont souvent discutables, à chaque fois on lui fait le procès en légitimité, mais il n'y a pas que Ségolène Royal en fait, n'importe quelle femme politique. Je sais pas si vous connaissez le site Acrimed, il y a pas mal d'articles sur le traitement médiatique réservé aux femmes politiques. Donc même Valérie Pécresse parfois quand elle a interviewé, quand elle se retrouve interviewée, elle se retrouve sur des plateaux avec 3 hommes qui la laissent pas parler. Bon là ça va, moi je me plains pas, je parle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Même moi j'ai déjà dû me plaindre pour ce genre de choses, mais le truc c'est que les femmes politiques en fait on leur fera toujours ce procès-là. Donc ça faut le garder en tête. Dans un instant, du bon à venir, messieurs dames, suite et fin de ce zapping avec notamment, retour sur l'émission d'hier soir sur M6 Enquête exclusive qui a consacré son émission à Patrick Balkany. Et on nous parle de coffres, de liquide, bref, de reportages sensationnels de ouf qu'adore Bernard de la Villardière. Et puis tiens, je vous ai repéré un petit truc dans la matinale de RTL ce matin. François Hollande essaye de remodeler ses troupes, d'essayer de les remotiver, et il a taclé encore une nouvelle fois Emmanuel Macron, sans jamais ne le citer d'ailleurs. C'est quand même important à signaler. Les infos zappées, est-ce que vous regardez The Voice Kids tous les trois? Faut pas déconner. Non, mais c'est très bien The Voice Kids, ce sont des enfants qui chantent. Excusez. Et il y a un qui s'appelle Khali, qui est marocain et qui a fait sa prestation vendredi. Et il a conquis les coachs parce qu'ils sont tous les 4 retournés. Il sera avec nous dans un instant, Khali, depuis le Maroc. Il a 13 ans
et il a une belle carrière qui s'offre à lui. En tout cas, nous lui avons posé quelques questions dans un instant à découvrir, et puis nous allons ouvrir notre sujet, notre débat de société. On va voir si les deux garçons vont faire le malin davantage. En parlant du viol dans le couple, ça très intéressant, et moi je suis tombé sur un rapport de l'OMS Mounia qui m'a fait froid dans le dos, puisque a priori le viol dans le couple ça concernerait une femme sur 4. A tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, l'info autrement tous les jours sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui Mounia Fayachi qui est blogueuse, Nassim Lachtash élu du côté de Fontenay-sous-Bois et spécialiste en communication, Enver de Santos sur France Maghreb 2 avec nous jusqu'à 18h. Tiens, j'ai un chiffre à vous donner quand même qui est important. Je vous donnais tout à l'heure le taux de participation en Tunisie. J'ai le taux de participation pour les Français résidents, les Tunisiens résidant en France. Important, et il est très bas, 19,7. Terrible. Terrible. Et il y a moi une question que me posait un ami, que je salue d'ailleurs. Il disait, mais je ne comprends pas, cela mérite peut-être une étude sociologique pour savoir pourquoi un Tunisien vote pour Karoui, un candidat qui est en prison. Est-ce à dire qu'il ne fait pas confiance à sa justice, à la justice tunisienne? Voilà, la question elle est posée. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'y répondre, je ne sais pas, un petit peu plus tard. Bon, revenons à nos zappings. Patrick Balkany, on en parlait tout à l'heure, évidemment, depuis son incarcération la semaine dernière, et il a été condamné à 4 ans de prison. De la Villardière consacré une émission entière hier à Balkany. Voici ce qu'on a pu y apprendre, ou pas d'ailleurs, dans cette émission hier soir. Extrait. Vous récupériez un marché de, 100 millions d'euros, et vous versiez 3% du marché pour les campagnes électorales. Au niveau du RPR, les magouilles étaient beaucoup moins bien organisées qu'au niveau du Parti Socialiste ou qu'au niveau du Parti Communiste. Il n'y a pas un parti politique, pas un, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui n'est pas, on va dire, magouillé. Tout le monde magouillait. Les promoteurs immobiliers faisaient la queue, les poches pleines, à la mairie de Levallois, espérant décrocher de juteux marchés publics. Le mardi était le jour des promoteurs qui avaient rendez-vous, qui venaient de tenir le maire informé de l'avancement de leur projet, qui arrivaient souvent avec des dossiers, des sous-mains, des attachés-caisses, comme cela. Il y a dans le bureau du directeur de cabinet un petit coffre-fort où il y avait toujours des liasses de billets. Ces billets dans ce coffre-fort, vous les avez vus? Ah oui, tout à fait. Ouais. Que des liasses de billets? Que des liasses. Mais de quel ordre? C'était beaucoup d'argent? Quand on est à l'extérieur et qu'on voit un paquet comme ça, on a l'impression d'être dans un film parfois. Sortez-moi les bifetons. C'est ça. Vous n'avez pas la clé? Le fameux coffre est caché derrière un tableau. C'est Jérôme qui l'a. Vous voyez, elle est d'époque. Hein. Mais aujourd'hui, on ne saura pas si des bifetons sont planqués à l'intérieur. La clé est introuvable. C'est embêtant, on trouve pas la clé pour le coffre. Hein? Bon, il aura peut-être le temps de la chercher pendant 4 ans. À moins qu'il l'ait donné à quelqu'un. Qu'il y ait des coffres forts comme ça. Mais bon, en gros, là, dans cette émission, moi je l'ai pas vu, je la regarderai pas. Mais si tu me passes l'expression, Christophe, il pisse sur le monde et il fait croire que c'est de l'eau, quoi. Ouais, voilà. Qui pleut. Oui, c'est ça. Voilà. Mounia, sortez-moi les bifetons. Est absolument choquée de ce qu'elle vient d'entendre. Je peux le comprendre. Non, pas du tout, non. Non, parce que c'est vrai que c'est imagé, mais c'est ça en fait. Il n'y a pas de meilleure manière de le dire, quoi. Ouais, bon. Enver, sans Balkany alors. Oui. Oui, mais alors? Écoute, moi tout ce que je peux dire sur cet homme, c'est que aujourd'hui nous avons une ville de Levallois. Levallois, pardon, où les Levalloisiens, en tout cas en grande partie, plébiscitent l'homme. Ah oui, ça pour c'est tout vrai. Ce qu'il a fait. C'est vrai. Moi, ce qui me pose question, c'est les gens aujourd'hui sont en train d'attaquer Balkany parce qu'il a 71 piges. On va pas se faire de film. Pourquoi, alors que c'est un système qui existe, comme l'a dit dans ce zapping, depuis X temps dans moult parties, pourquoi les gens n'ont pas dit avant? Il est gentil de la Villardière avec son reportage. Mais pour avoir travaillé longtemps dans ce milieu, pourquoi, à un moment donné, les gens n'ont pas parlé avant? C'est tout ce que j'ai à demander. Alors, c'est simple pour la réponse avec De Villardière. Le mec, il va jamais s'attaquer. C'est pas le mec qui s'attaque aux gens qui sont dominants, quoi. Lui, il attaque que quand les gens sont par terre, quoi. C'est comme ça. Oui, voilà. Juste sur les gens qui, effectivement, plébiscitent l'homme par rapport à ce qu'il a fait. C'est extrêmement facile. Hein. C'est une ville qui était communiste, rappelons-le, qui est passée à droite.
il a supprimé toute la classe populaire de cette ville. Il a permis aux promoteurs de construire. On a entendu de quelle manière. Voilà, ça s'est fait. Et donc ils ne peuvent que le remercier d'avoir fait un petit Neuilly, tu vois, ou un petit. Oui. C'est ça. Et donc aujourd'hui, ils ont pu faire un petit ghetto de riches où la seule préoccupation qu'il doit y avoir des conseils de quartier, c'est les cacas de chiens sur les trottoirs et les petites pigeons qu'il faut exterminer, tu vois, parce que ça dérange. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, il a permis à des milliers de gens de Levallois aujourd'hui, Levallois comme ça vous appelle les Levalloisiens. Merci, Levalloisiens, les Levalloisiennes, des milliers de personnes de vivre paisiblement, etc., etc. Et ils ne peuvent que le remercier. Aujourd'hui, cette personne, elle est coupable, elle est condamnée, elle est en prison, et ils comprennent toujours pas. Quand on va sur le marché, ils disent oh, ça se fait pas, il a 71 ans, etc. Enfin, le mec, il nous a quand même sorti des excuses. Non, mais il nous a quand même parlé, des choses qui n'avaient rien à voir. Il est quand même venu pour justifier les montants de son argent. Il nous a parlé de la Shoah. Il nous a parlé de ce qu'a vécu sa famille. Il y a pas de débat sur cette question-là, mais je veux dire, il est venu nous donner ça comme argument pour dire que sa fortune, il l'a fait sortir d'Allemagne au péril de sa vie, de ses fuites, etc. Je veux dire, il a mélangé un peu les torchons, les serviettes, il a fait tout ça pour essayer de s'en sortir. Tu t'es fait choper la main dans le sac, ça y est. Voilà. Tu vois. Un petit truc, tiens, pour terminer, François Hollande. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles, hein. Un petit tour par la matinale de RTL. Il jouait hier à domicile pour tenter de remobiliser ses troupes. François Hollande, lui, tente de remobiliser les militants socialistes. L'ancien président participait hier à la fête de la Rose à Tulle, chez lui, en Corrèze, devant 300 sympathisants. Il a reconnu que le parti avait certes connu des jours meilleurs, mais qu'un sursaut était toujours possible. Et il a fait, comme à chaque fois, en donnant des petits coups de patte à son successeur, mais sans jamais le nommer. Denis Grange. Oui, visiblement, François Hollande est en pleine forme et quand il s'adresse aux militants, c'est pour une véritable séance de coaching politique. Ne vous excusez pas, dites que nous n'avons pas tout fait, qu'on n'a pas tout bien fait, mais on a fait quand les autres défont. Alors allez-y avec cette force de conviction. L'ancien président qui n'hésite pas à placer quelques attaques contre son successeur sans jamais le nommer, comme à partir d'un exemple hors de France. Salvini en Italie, il fait une alliance avec des improbables, on ne sait pas très bien ce qu'ils étaient, il faut toujours se méfier de ceux qu'on n'arrive pas à identifier et qui se disent ni de gauche ni de droite. Le public est conquis, il faut dire que, comme le souligne Julie Gaillet, la comédienne, sa compagne, il joue à domicile. Je me suis rendu compte que 30 ans de permanence, ça marque, il connaît tout le monde le connaît. Et c'était important de trouver un endroit, voilà, c'est son pays. Désormais propriétaire d'une maison à Tulle, François Hollande n'envisage pas une seconde de remonter en première ligne des combats politiques, mais... Si on me demande des conseils, des idées, j'ai plus de temps que les autres, peut-être je les donnerai. On n'a pas fini de l'entendre, François Hollande. Nassim Lacha, vous en avez besoin pour des conseils à Fontenay-sous-Bois de François Hollande? Alors, c'est assez drôle parce que l'homme à la moto au scooter. Oui, au scooter, aux deux roues, 50 cm3 ou bien, a créé Emmanuel Macron, son enfant, quelque sorte aujourd'hui. Il lui tape dessus. Bon, on a bien entendu qu'on est loin du discours du Bourget là. On est très très loin, voilà. Non, mais franchement, faut se faire petit. Quand il a fait ce qu'il a fait, quand il a fait autant de mal que ça à la France, à tout le monde, il nous a servi un discours. Franchement, je vais juste citer un exemple parce que ce sera le sujet de la semaine prochaine, si je ne m'abuse, Christophe, mais sur la question du contrôle aux faciès. Oui, en tout absolument. cas, c'est pas la question du contrôle aux faciès, mais en tout cas, ça va certainement être abordé la semaine prochaine. Tu vois, t'as fait une promesse de campagne, tu l'as pas tenue. En moins de 3 mois, il a été élu. 3-4 mois, ça y est, ils ont résigné, ils ont abandonné leur promesse de campagne. Le droit de vote pour les étrangers, je veux dire des choses qui tenaient à cœur à un certain nombre de personnes issues des quartiers populaires, etc., qui étaient attendues et raisons pour lesquelles je me mets dans le lot, on a pu se mobiliser massivement pour cet individu. Voilà, il nous a trahis sur ça, mais il n'y a pas que ça. On n'a pas le temps de déballer tout ça. Il faudrait une émission. On n'a pas le temps, semaine, voilà. Direction le Maroc tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous suivez en ce moment l'émission The Voice Kids et on va en parler puisque les Indes radios
qui est donc un groupement auquel fait partie France Maghreb 2 et partenaire de cet événement. Nous sommes avec un des talents que vous avez vu à la télé ce vendredi, il s'appelle Khali. Bonjour Khali. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors tu as 13 ans, tu habites au Maroc et tu es donc venu participer à cette émission The Voice Kids. En interprétant d'ailleurs une très belle chanson qu'on écoutera dans un instant. Quelles ont été tes impressions pour ta prestation? Moi j'étais au début, avant de rentrer sur scène, j'étais très stressée. Mais dès que j'ai commencé à chanter, j'ai adoré. Et voir le public et chanter comme ça dans une grande scène, ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a fait chaud au cœur. D'autant plus que tout le monde a été séduit visiblement, ils se sont tous retournés je crois. Oui. Tu as fait ton choix évidemment. Vers qui s'est-il tourné ton choix vendredi, rappelle-nous? Moi j'ai choisi Patrick Fiori. D'accord, et pourquoi choisi Patrick Fiori? J'ai choisi Patrick Fiori, c'était un petit peu difficile parce que j'aime tous les coachs. J'ai choisi Patrick Fiori parce qu'il est parti voir ma sœur. Et parce que j'ai interprété cette chanson pour ma sœur de base. Et quand il est parti voir ma sœur, ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai voulu partir avec lui. On va évidemment te revoir très prochainement dans The Voice Kids. Tu habites au Maroc, c'est ça Khali? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir participer à The Voice Kids? Parce que moi, depuis que je suis tout petit, j'adore chanter, j'adore tout ce qui est en rapport avec la musique. Et donc, pour moi, The Voice, c'était mon plus grand rêve. Tous les vendredis et samedis, je regardais The Voice adulte ou The Voice Kids avec mes parents et plein d'amis. Et donc, je voulais vraiment faire cette émission. Et alors, tes parents, quelles impressions ils ont eues quand ils ont vu leur fils à la télévision? Mes parents, ils étaient beaucoup émus, ils étaient super émus, ils étaient fiers de moi et ça m'a fait vraiment plaisir. Écoute Khali, on te souhaite bonne chance dans cette aventure donc de The Voice Kids, on va te suivre et j'espère que tu iras le plus loin possible. Et bonne chance. Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras un peu plus grand? J'aimerais bien être chanteur. Tu veux être compositeur, interprète? Oui. Tu fais de la musique? Oui, je fais de la musique, je joue un instrument, je joue la guitare. Qu'est-ce que t'écoutes par exemple en ce moment côté musique? T'écoutes quoi là en ce moment? En ce moment, j'écoute Take Me to Church de Osier. Et puis j'écoute des autres chansons comme par exemple Señorita de Shawn Mendes. Ouais. Par exemple Trop beau de l'homme pâle. D'accord. Ah oui, donc c'est assez varié quoi. Oui. Bonne chance à toi Khali. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance dans cette aventure donc The Voice Kids sur TF1. Merci beaucoup. Bon courage et n'oublie pas de bien travailler à l'école si tu veux réussir évidemment à être un futur et grand chanteur, ce qu'on te souhaite évidemment. The Voice Kids c'est donc en partenariat avec les Indés Radio. Il s'appelle Khali, donc on l'a eu il y a quelques instants, marocain, donc il est venu interpréter donc cette chanson dans The Voice Kids. C'était vendredi dernier et on lui souhaite évidemment bonne chance à ce jeune homme de 13 ans. Il a une très très belle voix, quand même, faut le signaler. Voilà, alors, on va passer maintenant à notre sujet de la semaine que nous allons entamer avec vous, Enver, Mounia et Nassim. C'est bien toi. Un sujet très lourd et en même temps un sujet qu'on n'aborde pas très souvent dans les médias parce qu'on considère que c'est un petit peu un sujet tabou. À croire pour beaucoup d'ailleurs que le viol n'existe pas ou ne pourrait pas exister dans un couple, quand on est marié ou quand on est en concubinage avec quelqu'un. Le viol n'existe pour certains pas. Pourtant, selon un rapport de l'OMS en 2017, il est rapporté que ce phénomène toucherait une femme sur 4. Alors c'est bien en deçà peut-être de la réalité, parce qu'il y a aussi toutes ces femmes qui ne témoignent pas. On rappelle qu'est-ce que le viol. Le viol, quelle que soit notre condition, qu'on soit marié ou qu'on ait une relation en dehors d'un cadre précis, à partir du moment où la personne, l'homme ou la femme dit non, et que la personne en face insiste et utilise pour certains le chantage ou la force, le physique, pour essayer d'obtenir et d'assouvir son rapport sexuel, c'est là et à partir de là précisément que nous entrons dans le viol. Mounia, le viol dans le couple, franchement, c'est vraiment pas une légende. Alors non, c'est même plus que ça. Alors déjà, pour la définition du viol, faut savoir que dans chaque pays, chaque code pénal en fait n'a pas la même définition. Donc je sais que dans certains pays scandinaves, il y a la notion de consentement qui est inscrite dans cette définition.
En France, le mot consentement n'y est pas. Mais et en plus, en France, il n'y est pas question de genre, mais en fait, il est question de pénétration avec menace, contrainte, violence ou surprise. Donc c'est ça en fait la définition en France. Donc faut savoir en fait que 80% des violeurs en fait font partie de l'entourage de la victime. Donc ça veut dire que dans 80% des cas, la victime connaît son violeur. Dans la moitié des cas, donc ça fait la moitié de 80%, ça fait 40% en tout, c'est soit le conjoint de la victime, soit c'est son ex. Soit c'est son ex-conjoint. Du coup, c'est quand même le viol, parce que c'est pas juste le viol dans le couple. Le viol conjugal, c'est quand même beaucoup. Parce que toi, tu as donné les chiffres de l'OMS, c'est uniquement dans un cadre du couple, mais en fait, là, moi, les chiffres que j'ai, c'est le conjoint ou l'ex. Donc c'est pour ça que ça fait que c'est un peu là, plus. Je parlais bien effectivement de. Et il faut savoir aussi que dans la loi française, c'est pas très connu, mais il faut le savoir, le viol conjugal est une circonstance aggravante. Oui, d'ailleurs, il y a eu une condamnation, je crois, la plus ancienne et la plus marquante, c'était en 1990, il me semble, ou 91, lorsqu'un homme, justement, avait été reconnu coupable de viol envers sa femme et de violence et d'agression sexuelle envers elle. Il avait été donc condamné assez lourdement et assez sévèrement, ce qui avait été une condamnation peut-être à titre d'exemple pour la suite. Et c'est vrai, tu fais bien de le rappeler que c'est condamnable, bien entendu. C'est pas parce que, messieurs, Nassim et Enver, on est mariés ou qu'on est en couple avec une femme que nous pouvons nous donner le droit d'obtenir ce que l'on veut quand on veut, sous prétexte qu'on est avec elle. Elle ne nous appartient pas. Nassim. Oui. Tout à fait. On ne peut que souscrire à ces propos. J'ai fait mes devoirs aussi, comme Mounia. C'est très bien, bravo. Donc j'ai pris quelques notes, à savoir que en 1810, le devoir conjugal était une obligation qui rendait le viol inconcevable entre époux. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est ce qu'il y avait auparavant. Donc depuis la loi du 23 décembre 1980, le viol constitue un crime en tant que tel. Donc comme tout ce dont a parlé Mounia juste avant, il est réprimé de 15 ans de réclusion criminelle et que la peine est majorée en cas de viol entre époux, partenaires, pacsés ou concubins. En tout cas, quand il y a un couple à proprement parler, voilà. La question du viol commis entre époux, elle reste cependant délicate, c'est ce que j'ai noté, parce que entre époux, il y a une certaine présomption de consentement. Enfin, il y a souvent, d'ailleurs, il y a eu un dérapage récemment d'un juge dans un tribunal. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lieu et la date exacte. Et qu'il existe un cadre qu'il existe dans le cadre des relations qui existe dans le cadre des relations sexuelles, cette présomption de consentement. Donc il est difficile de prouver en gros l'absence de consentement, mais ça vous me direz comme dans tous les viols. Je veux dire, dans tous les viols, c'est la parole de la victime contre la parole de l'agresseur, et c'est extrêmement difficile pour l'un comme pour l'autre parfois de prouver soit son innocence, soit de prouver la culpabilité. Voilà. C'est pour ça que beaucoup demandent de donner quand même la primeur à la victime avant voilà. Mais après, il y a la question de la présomption d'innocence, etc. Et dans un couple, souvent il n'y a pas de témoins, les faits se passent dans un lieu clos, fermé. Bon, bien ça sûr. Aussi, ça peut être le principe d'un viol. Je veux dire, ça peut se passer dans n'importe quel endroit, un endroit sombre, dans la rue, n'importe où. Il peut ne pas y avoir de témoins. Donc voilà. Donc la preuve, elle sera difficile. Voilà. Et sur la jurisprudence, il y a la Cour de cassation du 5 septembre 90 qui a reconnu pour la première fois, donc en 1990, c'est pas si loin que ça finalement, hein, quand on regarde. Je sais pas si tout le monde était né autour de la table, mais si quand même. Voilà. Non mais je sais pas. En tout cas, en 90, c'est la première fois qu'un crime de viol est reconnu entre époux. Oui. Durant le mariage. Donc là, je précise entre époux. Voilà, c'est celle-là dont tu parlais tout absolument. À l'heure. Et donc voilà, il y a des vrais cas il y a des vrais cas. Maintenant, il y a aussi le fait que les juges reconnaissent les rapports sexuels entre époux comme l'expression d'une affection. Là, je cite, d'accord ? C'est une cour de la Cour de cassation d'Aix-en-Provence de 2011 que je cite, d'accord ? Donc je répète
que les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage. Donc vous voyez là où je veux en venir, c'est que et là on parle donc il reste encore cette notion de devoir en fait de 2011, et on a un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015, donc encore plus récent, où les juges ont reconnu que refuser d'avoir des relations sexuelles pendant plus de 8 ans constitue une faute dans un couple. 8 ans quand même, ouais. Pendant 8 ans. Ouais, bon, après, il y a des... Mais en gros, à la base, mes recherches, elles portaient sur quelque chose que j'avais entendu, mais peut-être que les autres chroniqueurs sont au fait, ou toi-même Christophe, sur un divorce qui avait été décidé pour faute au motif, merci de voilà. Comment ils avaient formulé ça. Voilà, en gros que la femme refusait d'avoir des relations intimes, et c'était elle qui était considérée, et c'est très récent là, donc je sais pas si j'ai pas réussi à retrouver la date, etc. Mais c'est ça donc que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans notre droit français, on a d'un côté des condamnations qui sont claires pour le coup, et depuis 1990, je pense que on va quand même vers quelque chose. Il y a l'air d'avoir du mieux, mais c'est très difficile à évaluer puisque, comme le disait Mounia tout à l'heure, déjà vu le nombre de femmes qui vont jusqu'au bout de la démarche sans qu'elles soient dissuadées, Enver, on en parlait aussi tout à l'heure, entre-temps, c'est compliqué. C'est très compliqué de voir si on avance vraiment ou si on stagne ou si on recule. Donc il y a cette chose-là. Et de l'autre côté, on a aussi quand même le droit français, ou en tout cas des textes qui permettent de laisser le doute sur le fait qu'une relation dans un couple, et c'est l'introduction que tu as faite, Christophe, visiblement c'est pas tout à fait clair pour tout le monde, y compris juridiquement. Oui, y compris juridiquement d'ailleurs. Il n'y a qu'à regarder cette décision, enfin plutôt cette décision de la Cour d'appel de Aix-en-Provence à laquelle tu faisais référence il y a quelques instants, parce qu'il faisait quand même référence à ce fameux devoir conjugal. Rappelons-le, tu nous disais tout à l'heure la date de 1810, c'est ça, le devoir conjugal était 1810 et 1910. 1810. Ah, 1810, d'accord. Et le devoir conjugal était et juste un devoir. Donc juste pour l'épouse qui a été reconnue, qui a été condamnée là tout à l'heure, dont je vous parlais sur la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de 2011. Donc c'est l'époux qui a été condamné à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à son épouse. Donc pour le coup c'était l'époux qui était condamné. Bon, on parlait tout à l'heure de ça aussi, c'est une des rares fois où peut-être c'est l'inverse. Tu vois, c'est l'époux qui refusait d'avoir des relations avec madame. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est pas tout à fait clair, et je pense que un bon avocat peut toujours peut-être un petit peu tordre tout cela pour arriver à ses fins. Il y a de quoi finalement s'amuser, si je puis utiliser ce mot, avec le droit pour peut-être obtenir un petit peu ce que demande la cliente ou le client. Enver, le viol, dans le couple, bel et bien une réalité. En fait, moi, ce qui me pose problème... Mais très compliqué à faire valoir. Ce qui me pose problème dans cette histoire, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure avec Mounia et Nassim hors antenne. Le viol, effectivement, c'est une histoire de domination, mais pour moi, ça va encore plus loin. C'est que ça rapporte un peu et ça rassemble un peu tous les sujets qui sont en train d'arriver en ce moment sur... il y a eu 100 et quelques femmes qui ont été tuées, 102. Etc. 102 femmes qui ont été tuées. Pour moi, c'est un rapport à l'éducation. L'éducation et la manière dont on traite les femmes dans notre société aujourd'hui, dont on traite les personnes faibles aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que les femmes sont faibles, mais la position dans laquelle on les a mises aujourd'hui, c'est une position de minorité où on les considère comme faibles alors qu'elles ne le sont pas. Les femmes, à un moment donné, et les personnes qui sont justement en situation de vulnérabilité en général, sont celles qui malheureusement subissent ce genre de violence. Et la société dans laquelle on vit aujourd'hui ne fait que créer, je persiste ici, ne fait que créer des monstres susceptibles d'augmenter et de continuer ces violences. Il suffit de voir le traitement que les jeunes se font entre eux. La manière dont ils se parlent, la manière dont ils vont parler de certaines filles, la manière dont... Et ça mène rapidement à des choses qui sont inconcevables pour nous aujourd'hui. Mais voilà, et donc dans cette histoire de le viol conjugal, malheureusement, c'est une continuité d'un espèce de salopard ou d'une espèce de psychopathe qui malheureusement a subi une éducation où on n'a pas appris qu'il ne fallait pas dominer les autres, mais vivre avec.
Et voilà. Là, peut-être que je fais un résumé qui facilite, la domination, mais voilà. Pardon, Enver, juste on va laisser le dernier mot sur ce sujet. On va y revenir tout au long de la semaine avec des invités aussi sur le sujet. C'est très important aussi d'en parler. Mounia, tu as étudié un petit peu tout ce processus de la domination en guise de conclusion pour aujourd'hui. À peut-être des femmes qui nous écoutent et qui sont parfois d'ailleurs forcées par leur mari pour avoir des rapports alors qu'elles n'en ont pas envie. Elles ont le droit de dire non. Ouais, après je sais pas si je vais avoir le temps de dire tout ce que j'ai à dire là-dessus, mais en fait oui, comme Enver le disait, c'est une question d'abord de domination. Il y a ça survient surtout quand les femmes sont en position de vulnérabilité, donc quand elles sont enceintes ou quand elles veulent quitter la relation. Ça arrive c'est très souvent dans ces cas-là. Il y a un phénomène de boys club aussi où on voit beaucoup d'hommes qui protègent les victimes, où il y a des techniques d'isolation des victimes, de diffamation, d'usage de privilèges masculins, tout un tas de techniques d'intimidation et ça va très loin, ça va jusqu'à effacer, falsifier les preuves. Il faut savoir aussi que dans ces histoires-là, l'opinion des gens et plus va être retenu et plus facilement retenu que la vérité. Donc il y a ça, faut aussi savoir que les gens défendent d'abord leurs intérêts et que souvent les victimes elles se retrouvent dans des situations où elles paniquent. Donc là il y a une série sur Netflix qui vient de sortir, Unbelievable. Ouais. Donc en c'est fait, très dur à regarder. Oui, c'est pas évident à regarder et en fait là on le voit très très vite dès le début de la série, des victimes qui paniquent et qui sont très vite considérées comme folles, hystériques, ingérables et qu'on ne croit pas du coup, qui sont très difficilement crédibles. Après j'ai aussi d'autres données, il y a un article alors qui est sorti. Alors tu me les gardes pour après la pub parce que là je dois lancer absolument la pub et puis après dans un instant évidemment le quiz bien entendu sur France Maghreb 2 avec Mounia Feyachi. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum et ce sujet évidemment on va en parler tout au long de la semaine du viol dans le couple, vraiment pas une légende, bien plus qu'une réalité bien entendu. Maître Maghrebi me faisait remarquer et je pense qu'elle pourra revenir dans la semaine nous expliquer un petit peu plus en détail ce que constitue peut-être un contrat de mariage quand on signe à la mairie, est-ce que ça nous engage à quoi? Elle me disait voilà qu'à partir du moment on signe un contrat, ça nous expose aussi à des obligations affectives et compagnie. Donc voilà, on en reparlera peut-être un peu plus en détail. Mounia, je crois que tu voulais conclure parce que tu avais des petites choses intéressantes à nous dire. Petit truc, il y a un article qui est paru récemment sur Egalitaria qui s'intitule Comment le sacrifice des femmes profite aux hommes. Et en fait, il explique très clairement que dans le couple hétérosexuel, le mariage, les hommes sont favorisés et les femmes pas du tout. Donc en termes de santé physique et de santé mentale, donc en gros les hommes célibataires sont 2 fois plus exposés à la dépression et au suicide que les femmes célibataires et que les hommes qui sont en couple, alors que c'est l'inverse. Une femme quand elle est en couple, elle est avec la charge mentale et avec les violences à laquelle elle peut être exposée ou elle peut être vulnérable parce que soit elle dépend de son conjoint, soit elle est enceinte, soit elle est en situation de vulnérabilité, elle est 2 fois plus exposée aux problèmes de santé physique et mentale et aussi en termes financiers. En tout cas, vous pourrez nous donner vos témoignages en nous appelant tout au long de la semaine au 01 40 33 9000. Un dernier mot, Nassim, Enver. Moi, je voulais juste rapidement dire que dans les seules fois où les femmes, du coup, après être sorties de la relation, qu'elle soit maritale ou non, prennent conscience que la situation qu'elles ont vécue à un moment donné est relevée en plus du viol que de la normalité et qu'elles décident d'en parler et de porter plainte, immédiatement l'ex-conjoint du coup va complètement décrédibiliser la parole de cette jeune femme, de cette femme et tout de suite en disant que la rupture s'est mal passée, qu'elle le digère mal, etc. Et c'est vrai que ça induit le doute chez les potentiels témoins et les personnes qui pourraient soutenir la démarche de la victime et que ça peut démotiver, ça en démotive à mon avis plus d'une d'aller au bout de la démarche et c'est ainsi que des viols sont impunis. Donc messieurs, donc la réponse c'est oui, oui. C'était une question. Nous sommes mariés mais nos femmes ou vos hommes, mesdames, ne vous appartiennent pas. Quand elles disent non, elles ont le droit de dire non. Voilà. Le combat ne fait que commencer. Non mais après il y a de la communication qui s'instaure, je veux dire. On peut traverser peut-être une période, on est très préoccupé, on n'a pas d'envie particulière.
il faut aussi que le partenaire puisse être à l'écoute de sa conjointe, de sa femme, de son homme. C'est important, je crois que c'est la base dans un couple, c'est la communication. On en parlera de tout ça évidemment tout au long de la semaine. Pour l'heure, le quiz. Ah, le quiz. Enver Dos Santos. Comment on va faire là Mounia. Mais non, t'inquiète pas, je capte. Mais Jed, j'ai besoin d'un arbitre. On y va, c'est parti avec mes questions. Je sais qu'il est attendu ce quiz. Alors ma chère Mounia, je t'explique la règle du quiz, c'est très simple. C'est des questions qui ont toutes un rapport avec la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 16 septembre. Bonne partie déjà. Voilà, et il faut impérativement attendre la fin de ma question avant de répondre, sinon j'enlève le point. On est d'accord ? Allez, c'est parti, première question. Et je vous souhaite bonne chance. Une à nouvelle tous les règle. trois. Ça, non, c'est la règle de cette année. Un peu d'histoire. Quel empereur crée la Cour des comptes en 1807 ? Napoléon. Lequel ? Premier. Nassim Lachlache, je te l'accorde. Il est pour toi. Voilà. Aïe. Octogone. Voilà. Octogone. Napoléon Ier. Parce qu'il y a eu plusieurs Napoléons quand même. Là, c'était un piège. Voilà. Deuxième question. 1 point pour Nassim, 0 pour Mounia et pour Enver. Que propose le général de Gaulle à l'Algérie en 59 ? Cessez le feu. Autodétermination. Boum. Égalisation. Shame on me. Bravo Enver. 1 point partout. Je doute quand même qu'il y ait des gens qui t'aident là, non ? C'est ça qui est dommage. J'ai remarqué une stratégie qui s'opère dans le groupe. J'ai vu passer des messages. T'inquiète pas, je vais t'aider par SMS. Moi personnellement, je pense que ce message était adressé à un monsieur qui a 2 S dans son prénom. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, troisième question. Vous avez remarqué, Mounia évidemment. Un boxeur du Blanc-Ménil. Hein, toujours. Oh là là, c'est pas beau l'appellation. C'est pas un judoka d'Orly. Quelle personnalité religieuse effectue sa première visite en 1977, mon année de naissance, mais c'est pas là la question, en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid ? Le pape Paul II. Le pape, monsieur Nassim Lachlache, je te l'accorde. Le pape Jean-Paul II, effectivement. Mais c'est Enver qui vient de le dire. C'est Enver qui a dit Jean-Paul II. Moi j'ai juste dit le pape. Qu'est-ce que je fais, Mounia ? Je sais pas, moi je dis la vérité en tout cas. Ouais. Moi j'ai dit la vérité. Bah 0,5 et puis c'est tout. Bon allez, non, j'accorde le point à Enver, effectivement, il a donné la réponse la plus complète, donc forcément 2-1 pour Enver. Quatrième question. Attention, on y va. Quatrième question, la voici. Qui succède à François Léotard à la présidence de l'UDF en 98 ? Je sais rien. Chirac. Non, c'est un ami d'un boxeur. Que vous connaissez. Un boxeur. C'est un autre François, mais pas Bayrou. Bayrou. Oh là là, attends, je demande le replay. Non. Nassim Lachlache l'a dit en premier. Merci Christophe. 2 partout. Merci Christophe. Attention, tout va se jouer sur cette question, la 5e et la dernière question. Attention. Enver, Nassim ou peut-être un petit point de Mounia. Je cherche une célèbre cantatrice grecque décédée en 77. La Callas. Maria Callas est une bonne réponse. Victoire de Enver Dos Santos. T'as dit cantatrice, t'as dit grec. Et we are the champion. Enver pour son deuxième quiz, deuxième victoire. Moi je t'attends, Blanc-Ménil, je t'attends. Moi je tiens à dire juste Christophe, moi je suis à l'échauffement. C'est ma oui, première sûr, fois sûr, aujourd'hui, cette année. Oui. Même Mounia, elle connaissait même pas la règle encore, elle arrive. Non, mais Mounia, moi en histoire, c'est vraiment pas mon truc. Hein. J'étais pas né moi. La prochaine fois, je te préparerai des problèmes à résoudre, tu verras, ça sera vraiment Non, moi, je dois dire qu'effectivement, j'aime l'histoire, mais je dois dire que je suis beaucoup plus sur le qui-vive depuis que j'ai été défié par un individu qui fait de la boxe. Et qu'à un moment donné... Bon. Moi au départ je voulais pas entrer, dans ce game. Il a tout lu. Moi je voulais pas entrer dans ce game, mais voilà, les gens ils me provoquent. Victoire de Enver Dos Santos. Merci à vous trois en tout cas pour votre présence sur ce plateau demain. Mehdi Chebaiki, Philippe Bouriaki et Dounia Taïbi. Voilà, Taïbi. J'ai du mal avec son nom mais je vais y arriver. Demain entre 16h et 18h. Merci beaucoup ma chère Mounia. Ça va, c'était sympa ? Ouais, ça va, c'était très bien. Bon, il faut vraiment te déstresser hein. Tout va bien, tu sais, ce n'est que de la radio. Voilà, on va y arriver. En plus t'étais bien entouré hein, avec de charmants garçons. Nassim Lachlache, Enver Dos Santos, ils t'ont pas embêté. Non, ça va. Bon, dans un instant, il faut faire gaffe à lui par contre, c'est Medjed. Il arrive dans un instant pour... Ah oui, il faut vraiment faire gaffe à lui, il est dangereux ce mec. Medjed, à tout de suite. Juste après le rappel de l'actualité, excellente soirée, rendez-vous demain pour le LGF, l'info autrement sur France 2 tous les jours 16h-18h. Ciao, bonsoir.
Bonsoir. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pourrait bien être à nouveau jugé au tribunal de La Haye pour crime contre l'humanité. La procureure de la Cour pénale internationale vient de faire appel contre l'acquittement prononcé en janvier dernier, en se disant certaine de démontrer que la chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure. Laurent Gbagbo, tenu de rester en Europe dans l'attente d'un éventuel second procès, réside actuellement en Belgique. Depuis le mois de juillet, plusieurs plaintes pour omission de porter secours ont été déposées à l'encontre du ministre des Affaires étrangères devant la Cour de justice de la République par des familles de femmes et d'enfants de djihadistes français retenus dans des camps kurdes en Syrie. Les plaignants reprochent au chef de la diplomatie de refuser de manière pesée, volontaire et intentionnelle de rapatrier leurs proches alors qu'ils sont, je cite encore, en situation de péril. Le Quai d'Orsay en réaction se défend de toute inaction dans un communiqué en affirmant que les mineurs retenus dans le nord-est de la Syrie ne sont pas sous le contrôle effectif de la France et en rappelant sa priorité, le retour des mineurs orphelins ou isolés. La ville de Lille particulièrement mobilisée dans l'aide aux migrants sauvés en mer Méditerranée. Le maire PS Martine Aubry annonce avoir accueilli 26 demandeurs d'asile âgés de 18 à 27 ans qui étaient à bord de l'Ocean Viking en fin de semaine dernière, 3 semaines après l'arrivée dans la capitale du Nord de 24 autres réfugiés issus du navire Alan Kurdi. Un nouveau plan anti-stup sera dévoilé demain à Marseille. La place Beauvau vient de l'annoncer. 4 membres du gouvernement feront le déplacement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, son secrétaire d'État, Laurent Nunez, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dont dépendent les douanes, pour présenter ce nouveau plan dans la cité phocéenne. Théâtre, on le sait, de réguliers règlements de compte mortels sur fond de trafic de stupéfiants. Marseille est aussi un territoire précurseur dans la méthode dite du pilotage renforcé qui s'appuie sur le décloisonnement du renseignement criminel entre les différents services. Tennis, enfin, pour la première ATP Cup, la France avec Gaël Monfils sera notamment opposée à la Serbie emmenée par le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Résultat du tirage au sort de la phase de poule aujourd'hui. La compétition par nation se déroulera en Australie du 3 au 12 janvier. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.